Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Pour le podcast de l'aviation, suite de notre entretien avec Daniel Harding, chef d'orchestre et pilote de ligne, pour évoquer les similitudes qui existent entre la musique et l'aviation. Alors oui, je pense que beaucoup des compétences qu'on a besoin comme pilote ou comme chef d'orchestre sont similaires. Les buts sont évidemment très différents. Je rigole toujours que la première similarité, c'est que le chef d'orchestre, le pilote, on travaille dos au public et le grand public, il pense qu'on ne sert à rien. Alors le pilote, il appuie sur l'autopilote et tout se passe bien. Le chef d'orchestre, il fait un peu de ballet et les musiciens, ils jouent quand même. Et alors, c'est deux métiers qui fascinent les gens, mais en même temps, on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais en fait, ce qui est très similaire, c'est un travail d'équipe. On n'est plus dans l'époque où les pilotes de ligne, c'est pas le Top Gun qui va montrer ses capacités techniques à chaque moment et avec ses lunettes de soleil. C'est un métier de travailler avec les autres, de rassembler les compétences de tout le monde, de prendre des bonnes décisions. Un chef d'orchestre, je suis la seule personne sur scène qui, sauf quand je m'excite un peu, qui fait pas de bruit. Je suis là pour essayer de rassembler les compétences de mon équipe, ajuster mes exigences aux capacités des autres, d'essayer de créer une atmosphère où les musiciens peuvent aller au-delà de ce qu'ils pourraient faire sans moi. Je suis là pour recevoir énormément d'informations. J'ai 100 personnes qui lancent l'information vers moi en permanence et de faire le tri, d'être toujours en avance de mon avion ou de mon orchestre, parce que le chef d'orchestre, c'est pas juste d'être dans le moment, c'est de savoir toujours. On prépare ce qui va arriver tout de suite et on prépare ce qui va arriver dans 30 minutes. Et les compétences de gestion, les compétences de travail avec les autres, les compétences aussi de savoir. Les pilotes sont les gens, j'ai l'impression, même dans la vraie vie, on a l'impression avec eux que n'importe quoi qui va se passer, ça va aller. c'est juste c'est une manière d'être. Hein. C'est pas mal pour les musiciens. Bon, la musique, après, où c'est différent. Il faut connaître les risques. Les pilotes, on parle toujours des menaces, on parle toujours des risques pour avoir un plan et pour rester aussi loin que possible de ça. Les musiciens, on veut connaître les risques parce que c'est là où on va trouver la beauté. Alors, le but, c'est différent, mais ce qu'on doit réfléchir, c'est pareil. Et les musiciens, on a un besoin. Bon, un chef d'orchestre, les compétences non musicales sont très similaires des pilotes. Mais après, il y a le musical. C'est là où il faut être spontané, c'est là où il faut prendre le risque, c'est là où il faut oser, où il faut être émotionnel et parfois juste de relâcher et dire on va juste voir ce qui se passe. Ce qui, bien sûr, n'existe pas du tout dans l'aviation. Mais tout ça, je pense que c'est basé sur des choses qui sont très similaires. Et après, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et je pense, j'espère, c'est pas à moi de juger, mais je pense devenir lentement meilleur dans mon métier de chef d'orchestre grâce à ce que j'ai appris comme pilote. Les Américains, ils disent que apprendre à piloter, ça nous rend meilleur à toutes les autres choses dans la vie. Et par exemple, là, je me briefe avant les répétitions. Je dis, qu'est-ce qui va se passer pendant cette répétition ? Qu'est-ce que je peux attendre ? Parce que moi, en tant que jeune chef, j'avais toujours tendance d'être un peu, de réagir aux choses un peu vite. Bon, parce que la musique, c'est ça, non ? C'est la spontanéité. Mais il faut apprendre. Et je me dis, OK, ça va être compliqué. Peut-être ce monsieur-là, il va essayer de me provoquer. Peut-être là, je vais être frustré parce que ça ne va pas venir comme je veux tout de suite. Ils vont trouver ça difficile et moi, j'ai déjà en tête ce que je... Et j'essaie de faire le bilan avant. Tout ce que je vais rencontrer. Et quand les problèmes arrivent, je dis bonjour, je t'ai attendu, monsieur Oband. Et j'ai déjà un plan. C'est pas quelque chose qui peut me dégager de mon chemin parce que c'est attendu et j'ai déjà réfléchi comment je vais gérer ça. Et ça semble un peu froid pour un musicien parce que nous, on pense qu'on doit être des artistes. Mais en fait, oui, dans un concert, dans le spectacle, il faut faire rêver le public, il faut transporter les gens, cette autre manière. Mais dans le travail, on travaille avec mon instrument en termes de chef d'orchestre, c'est les êtres humains. Alors, l'aviation m'a beaucoup aidé à apprendre plus de respect et compréhension de ce travail avec les autres. Donc vous êtes aujourd'hui beaucoup plus dans l'anticipation
lorsque vous dirigez un orchestre? Je pense que vraiment c'est aux autres de juger parce qu'on se plante toujours quand on pense avoir bien compris qu'est-ce qu'on est ou qu'est-ce qu'on est devenu. Mais je me donne avec ma préparation beaucoup plus de possibilités d'être mieux préparé pour les difficultés que je vais rencontrer. Après, c'est comme toutes les choses qui sont intéressantes dans la vie, développement comme musicien, et comme chef d'orchestre. Et là, je mets les deux à part parce qu'un chef d'orchestre, c'est un musicien, mais on peut voir le côté technique, on peut voir le côté humain et le côté musical. Mais tout ça, ce sont des chemins qui n'ont pas de fin. Et c'est ça qui est aussi c'est fascinant, qu'on a toujours un but de court terme. Je commence à travailler lundi, je sais que j'ai un concert jeudi, et mon but, c'est de présenter au public quelque chose qui est cohérent, qui est beau, qui est touchant jeudi soir. Mais en fait, pour moi, le chemin, le but, c'est pas jeudi. C'est est-ce que dans 30 ans, je vais regarder en arrière et dire, oui, j'ai continué à grandir en tant que musicien, et avec mes expériences. Et je pense que c'est ça, et les pilotes aussi. Oui, on fait cette semaine, on fait des années de formation, après on fait 7 semaines QT, on part avec des passagers. Mais j'adore la structure d'une carrière de pilote de ligne, et qu'on arrive en tant de copilote sur un avion, on travaille avec des instructeurs, après on travaille avec des capitaines, après on passe sur un autre type d'avion, après on passe capitaine, mais même les capitaines, ils sont en formation, et les bons capitaines, ils apprennent aussi des gens autour d'eux. Il y a cette compréhension que c'est un métier où on ne va jamais arrêter d'apprendre, et pour moi, ça c'est un beau métier. Lorsque vous êtes arrivé à Air France, vous avez postulé à Air France, quelle a été leur réaction en disant un grand chef d'orchestre qui veut devenir pilote de ligne? Ça, je ne peux pas dire. Ce qui est impressionnant, mais je pense que c'est tout à fait normal, mais moi qui arrive d'un monde où on n'a pas les mêmes structures comme les grandes entreprises, mais le processus de sélection à Air France, c'est monumental. Nous, on postule, on remplit tous les formulaires, et après on est renvoyé devant les ordinateurs pour faire des tests extraordinaires, et ça prend beaucoup de temps, et c'est complètement anonyme. Et après, il y a ce moment où on arrive en entretien, on va parler avec un pilote et un psychologue, et là, oui, moi j'avais un peu l'avantage, parce que là, je pense que à ce moment-là, ils vont regarder le dossier de chaque pilote qui postule, et ils vont décider entre eux, ou ils vont avoir un feeling, où est-ce qu'on va appuyer pour comprendre la motivation de cette personne, pour comprendre les points forts et les faiblesses. Il faut comprendre qui est cette personne, et dans 1 heure, 2 heures, ils vont décider est-ce qu'elle a envie de travailler avec cette personne, est-ce qu'elle a confiance en cette personne. Alors, je suis arrivé à ce stade-là, et au moins, je pense que leurs questions étaient assez prévisibles. C'est vrai que si on est pilote EasyJet et on postule à France et on arrive aux entretiens, peut-être on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils vont tirer de notre dossier pour aller plus profondément dans notre personnalité. Si on arrive en tant que chef d'orchestre, on n'a jamais travaillé comme pilote, on a une image des chefs d'orchestre qui est peut-être un peu influencée par Louis de Funès, je ne sais pas quoi, c'était clair qu'ils vont me demander des choses là-dessus. Alors, au moins, oui, il y a toujours le piège, on ne sait jamais. Qu'est-ce que des professionnels comme ça vont trouver intéressant, ou ils vont dire, on remarque quelque chose là-bas, on va tirer sur ce fil. Mais au moins, j'avais la possibilité de me préparer pour quelques questions qui étaient quand même évidentes. Et en même temps, c'est très bien ça, parce qu'il faut dire, je suis très content de pouvoir expliquer qu'en français, on parle du chef. En anglais, on ne dit pas ça, c'est un conductor, c'est lui qui fait passer quelque chose. Et que cette idée que le chef d'orchestre, c'est le maître qui décide tout, le chef d'orchestre, c'est un personnage autoritaire et tout ça, ça vient des films, ça vient aussi de notre époque. Et comme ça, c'était, au moins, je pourrais rassurer les gens qui étaient en train de parler avec moi d'une manière extrêmement honnête, que si eux, ils avaient des doutes là-dessus, ce sont les doutes qui sont basés sur une image d'un métier mais pas la vérité. Je pense que quelqu'un qui arrive d'un métier comme ça, il faut accepter, c'est quand même un métier un peu public, c'est pas un métier complètement anonyme. Le défi, c'est aussi d'expliquer que c'est pas une caprice, qu'on est vraiment sérieux. Mais je pense que quelqu'un qui a fait les sacrifices nécessaires pour arriver de maintenir une carrière assez importante
Et quand même d'arriver à faire une QT et tout ça, et tout ce que ça implique, c'est quand même assez lourd. On ne fait pas ça, je sais pas, juste pour le divertissement. Alors vous allez commencer sur 320, mais votre machine préférée, il y en a une? Je suis très attaché au 320 parce que c'est normal, c'est le seul avion de ligne que j'ai touché. On peut pas, c'est comme on parle de premier solo ou quoi. Quand j'ai fait mon VHL sur 320, ça c'est peut-être le moment le plus extraordinaire que j'ai eu jusqu'au présent dans l'aéronautique. Je trouve cet avion vraiment exceptionnel, mais ça c'est un amour personnel. Je suis fasciné par le 350. J'ai un bon ami qui est instructeur au sol sur tous les avions Airbus. Et il me dit que c'est l'expression parfaite de philosophie Airbus. Alors j'aimerais bien découvrir ça un jour. Je vois mes potes qui sont passés maintenant sur long courrier, qui sont sur 777. Ça c'est un rêve. Moi j'ai tellement envie de voyager parce que c'est le grand privilège aussi d'un musicien, c'est de connaître le monde, de connaître les autres cultures, les autres pays, les langues. Oui, on est dans un moment où on met en question beaucoup de choses parce que le Covid, c'est pas la seule crise qui menace l'humanité, mais je pense que l'aviation a un énorme rôle à jouer aussi pour le bon de notre société, une énorme valeur. Et je nous souhaite tous qu'on va se retrouver les humains face à face et pas juste par nos ordinateurs au plus vite possible. Merci Daniel Harding. Merci.